Bonjour et bienvenue dans ce journal du 21 janvier. Au sommaire de cette édition, la laïcité plus qu'un mot en Midi-Pyrénées, il va se transformer en acte. Les socialistes Carole Delga et Damien Alary briguent la région pour les futures élections. Et enfin, le Canada drague les petits génies de l'informatique toulousains. Élection régionale de décembre 2015. Le binôme socialiste Carole Delga et Damien Alary se présentaient officiellement à la presse aujourd'hui à Castelnaudary, lieu hautement symbolique qui se situe entre Toulouse et Montpellier, les deux pôles économiques de la future grande région. Mais attention, ce sont les militants qui décideront de cette investiture le 5 février prochain. Que fera Carole Delga en cas d'élection? Réponse avec Jérôme Bolloc. Si je suis investie, je choisirai de me consacrer donc à la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et quand débutera la campagne, je me consacrerai pleinement à cette campagne et je ne serai plus au gouvernement. Carole Delga est claire, en cas d'investiture, elle quittera son poste de secrétaire d'État. Malgré ses responsabilités nationales actuelles, certains dans son propre camp pointent du doigt un déficit de notoriété. Oui, j'ai 43 ans. Oui, je vais devoir aussi travailler à me faire encore plus connaître, mais je suis déterminée. Puis je suis de cette terre du rugby. Et en matière de rugby, on est combatif. Et quand on n'avance pas, on sait qu'on recule. Donc je vais travailler, je vais bien sûr toujours démontrer cette énergie, cette conviction. Carole Delga est quelqu'un qui fait une carrière remarquable, qui a été maire d'un village comme moi, député, et qui aujourd'hui, avec moi, peut faire... apporter cette force à cette région. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est qu'on réussisse cette union. En cas de victoire, l'actuel président du Languedoc-Roussillon serait le premier vice-président de la nouvelle grande région. C'est quelqu'un de jeune, c'est important, c'est la complémentarité des genres, une femme et un homme. Et dans toute l'élégance, la femme est devant, c'est bien, voilà. Donc il faut le dire comme ça. Moi je suis très tranquille, j'attendais rien de plus, rien de moins, si ce n'est que de mener ce combat. Ce sera sûrement, je le dis, l'un des derniers combats dans ma vie politique que je mènerai. Le président du PRG l'a récemment évoqué, il imagine bien Sylvia Pinel comme tête de liste de la gauche rassemblée dans notre région. Carole Delga l'a affirmé aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre de personnes entre les deux femmes qui se connaissent bien. Ce sont aux instances nationales de trancher. Depuis les assassinats des 7, 8 et 9 janvier dernier, les initiatives pour promouvoir la laïcité se multiplient. Le Conseil économique et social de Midi-Pyrénées a réactivé un projet qui date de l'après-MERA, la mise en place d'une formation supérieure à la laïcité pour tous ceux qui le souhaitent, étudiants, enseignants, chefs d'entreprise, bref, les acteurs de la vie civile. Un sujet de François Garl. Dans une société à la recherche de solutions face à l'intégrisme, la laïcité est sur toutes les lèvres. Au Conseil économique, social et environnemental, elle rejaillit sous la forme d'un projet d'enseignement, une formation supérieure à la laïcité qui devrait être dispensée par l'Université Toulouse 1 Capitole dès octobre 2015. Pourquoi? Pour former des gens, des imams au cadre d'entreprises et des syndicalistes, à l'histoire des religions, à l'histoire, à la connaissance de ce qu'est la laïcité et les principes du vivre ensemble. Donc c'est une formation innovante au titre de la formation continue, avec des modules à la carte, pour parfois améliorer la connaissance de la langue du français. Comment voulez-vous enseigner les principes de la République si on ne connaît pas la langue française? Une formation de 6 mois étalée sur l'année dont le programme reste précisément à définir, tout comme le niveau scolaire pour y accéder. Droit et histoire des religions, modalités d'application des principes de laïcité seront au cœur de la formation, mais elle ne se veut pas que théorique. À la fois un enseignement universitaire, et un enseignement sur le terrain aussi qui me paraît tout à fait important. Donc si dans cette formation il y avait un certain nombre de stages organisés, sinon une alternance, mais en tout cas des stages, pour que les étudiants ou les personnes qui seront en formation puissent venir voir sur le terrain les besoins, comment ça marche. Parmi le public concerné, les enseignants sont en première ligne. Au syndicat des instituteurs et professeurs des écoles, l'initiative est bien accueillie. La laïcité est totalement absente de leur cursus de formation. On a réduit par exemple l'enseignement du premier degré au lire, écrire, compter. Des événements comme ceux qu'on vient de vivre montrent qu'il y a une autre dimension éducative, citoyenne. Maintenant, le cœur du métier, c'est la transmission. C'est-à-dire comment on s'adresse sur ces thèmes-là à des élèves de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 17 ans. Les enseignants réclament surtout un accompagnement pédagogique pour pouvoir expliquer, mais aussi du temps pour se former. Un enseignant du primaire a droit à 9 heures de formation continue par an.
Le débat sur la fin de vie a commencé ce mercredi à l'Assemblée nationale. Euthanasie, suicide assisté, aide médicale à mourir, bref, le choix des mots sera crucial pour le projet de loi qui devrait être voté en mars prochain par les députés. Des associations pro-vie, telles Alliance Vita, refusent catégoriquement que l'on donne la mort, quelle que soit la méthode. Ce groupe soutient le mouvement national Soulagé mais pas tué, qui organisait aujourd'hui 60 manifestations partout en France, dont une à Toulouse. Nos attentes sont plutôt des inquiétudes en réalité, puisqu'il est question de statuer sur la fin de vie en faisant évoluer la loi vers une euthanasie qui aujourd'hui ne porte pas son nom. On appelle ça la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, et nous considérons que c'est une euthanasie déguisée, puisque l'intention est bel et bien de donner la mort aux patients. Nous voulons maintenir l'interdit de tuer. On cherche à faire quelque chose de symbolique pour montrer à nos députés qui vont discuter tout à l'heure sans voter, simplement entre eux comme ça, leur montrer qu'on est là. Les deux hommes condamnés fin décembre à Toulouse pour le meurtre de Jérémy Rose à une peine de prison avec perpétuité et à 20 ans de réclusion criminelle ont fait appel de ce verdict prononcé par la Cour d'assises de Haute-Garonne. Les avocats des condamnés en première instance évoquent un doute sur la personne qui tenait l'arme. Le procès en appel devrait se tenir dans un autre département, mais pas avant 2016. La cantine numérique a été créée en octobre 2012 à l'initiative de Toulouse Métropole et de la mêlée numérique pour manger des programmes informatiques, concocter des sites internet ou encore savourer des connexions web internationales. Hier, les chefs de la mêlée proposaient une journée Destination Canada, un Eldorado numérique possible pour les entrepreneurs toulousains, Anna Guerre et Jessie Perrier. Au menu de la cantine aujourd'hui, c'est spécialité canadienne. Une journée d'échange destinée aux jeunes acteurs du numérique tentés par le rêve nord-américain. C'est vraiment une journée découverte, c'est pour comme ça avoir eu vraiment une idée de qu'est-ce qui est attendu un petit peu aussi là-bas, quel est le marché là-bas, est-ce que j'ai ma place là-bas tout simplement. Des questions auxquelles tentent de répondre les représentants de 3 provinces canadiennes, la ville de Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Des experts en nouvelles technologies venus spécialement à Toulouse pour recruter de nouveaux profils. Toulouse, de toute évidence, est un cluster très puissant dans ce domaine-là à l'échelle française. Et donc on sait très bien que ce n'est pas seulement dans l'aéronautique que Toulouse domine en termes de cluster, mais aussi dans l'IT. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de développer des partenariats dans les deux sens avec cette belle région. Des projets à thématique internationale organisés 2 à 3 fois par an à la cantine. Un lieu qui permet depuis octobre 2012 aux jeunes start-up de se rencontrer, d'échanger, mais aussi de développer leur réseau. L'économie numérique, un domaine qui se porte plutôt bien à Toulouse. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce qu'il est porteur d'emploi, porteur d'avenir. Il touche tous les domaines de la vie et du secteur professionnel, que ce soit la santé, l'éducation. C'est un domaine qu'on appelle l'e-inclusion également, qui permet de donner une deuxième chance à des parcours qui sont un peu erratiques. Objectif de cette journée, viser l'expansion internationale et le partage de compétences en dupliquant ces entreprises françaises pleines d'avenir. L'INSEE Midi-Pyrénées a récemment sorti un rapport sur les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Des inégalités professionnelles persistent entre les sexes, mais il semblerait qu'elles soient moindres pour les nouvelles générations. En effet, les jeunes générations sont plus diplômées et plus actives qu'il y a 30 ans. Malgré tout, les différences de traitement en entreprise persistent. Les mentalités ont du mal à changer. Les détails avec Marlène Canal. Ce sont les femmes qui ont plus de 3 enfants ou celles qui n'ont aucun diplôme, vivant dans un milieu défavorisé, qui ont le moins de chances d'avoir un emploi. En revanche, lorsque les femmes accèdent à un emploi, les inégalités sont encore très marquées. 3 points se dégagent. Le premier, c'est qu'elles sont plus concentrées, leur panel de métiers est beaucoup plus réduit que celui des hommes. 11 métiers pour avoir 50% des femmes, 19 métiers pour avoir 50% des hommes. Deuxième inégalité, elles sont beaucoup plus souvent à temps partiel. Plus de 30% des femmes qui ont un emploi à temps partiel, alors qu'on est à 7-8% pour les hommes. Troisième inégalité, les femmes sont beaucoup plus souvent déqualifiées par rapport à leur niveau de formation. En particulier les femmes diplômées du supérieur, au moins Bac+3, sont plus de 50% à ne pas occuper un emploi de cadre. Si pour les femmes de moins de 30 ans, les inégalités sont moindres, elles demeurent. Malgré tout, la part des femmes occupant des postes plus élevés, type cadre, est en augmentation.
Et pour que cette tendance se confirme, depuis 2011, les entreprises ont pour obligation de négocier avec les organisations syndicales et d'élaborer un plan d'action sur l'égalité professionnelle parmi des thèmes que sont la formation professionnelle, la qualification, les conditions de travail. 3 thèmes sont obligatoires. Et donc elles choisissent en fonction d'un diagnostic qu'elles doivent faire dans leur entreprise et donc des problématiques qui se posent, 3 ou 4 thèmes parmi tous ces thèmes, mais étant entendu qu'elles doivent travailler sur la réglementation, sur la rémunération, pardon, elles n'ont pas le choix. Si ce n'est pas fait, il y a une possibilité de mise en demeure de l'inspection du travail. En général, c'est lors de contrôles systématiques que l'inspection du travail regarde cette question parmi d'autres et demande à l'entreprise d'élaborer ce plan d'action, lui laisse un certain temps pour se faire parce que c'est quand même une question un petit peu complexe qu'il faut regarder. La mise en conformité doit alors se faire sous 6 mois. Si ce n'est pas le cas, c'est une sanction financière qui tombe. En Midi-Pyrénées, ce sont 1700 entreprises qui sont concernées. À terme, toutes devront avoir mis en place un plan d'action. Les contrôles s'effectuent petit à petit. Pour l'instant, une vingtaine se sont vues adresser une mise en demeure et une a été sanctionnée financièrement. Sport, volley maintenant, information de dernière minute. Dans le cadre de la Coupe d'Europe, les Spacers de Toulouse ont perdu aujourd'hui contre le Dynamo de Moscou 3-7-0. Le match se déroulait en Russie. Rappelons que les Toulousains sont passés proches de l'exploit mardi dernier. Ils ont frôlé l'exploit en perdant uniquement d'1 point dans le dernier set. Malgré tout, les Toulousains sont sortis de cette Coupe d'Europe. Il y a eu des livres, une bande dessinée intitulée L'affaire des affaires, réalisée par Laurent Astier, dont l'intégrale sort le 23 janvier aux éditions d'Argo. Et désormais, vous pourrez voir un film qui s'appelle L'Enquête. Ce long métrage retrace l'histoire du journaliste Denis Robert qui a dévoilé l'existence de comptes cachés au Luxembourg avec l'affaire Clearstream et qui s'est retrouvé malgré lui au centre d'une affaire d'État entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Le film sera présenté demain, jeudi 22 janvier à l'Utopia Tournefeuille, en avant-première à 20 h en présence de Denis Robert et du réalisateur Vincent Garanque, extrait de la bande-annonce. Que j'aurai sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream ? Que je me retrouverai au cœur des guerres fratricides entre les 2 principaux marchands d'armes français et de 2 candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. J'ai rencontré un type. T'as raconté quoi? Voilà, c'est Gilles Lelouch qui incarne Denis Robert et le juge Van Runbeck est joué par Charles Berling. Voilà, merci à tous. Demain, vous retrouverez Jérôme Bollock à cette même place. Très bonne soirée sur TLT.